Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Sens Public. On est ensemble pendant 90 minutes de débats, des reportages, des chroniques, l'expertise de nos invités avec un double objectif, donner du sens à l'actualité et vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Voici le sommaire de ce 13 septembre. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire de la Méditerranée après le passage de la tempête Daniel. La Grèce, la Turquie, la Bulgarie et surtout la Libye ravagée par des pluies diluviennes et des inondations. Un épisode météo extrême appelé à se multiplier. En Libye, c'est la rupture de 2 barrages qui explique un bilan effroyable, encore imprécis. Des milliers de morts, au moins 10 000 disparus, plus de 30 000 personnes déplacées. Nous tenterons de tirer les leçons de ce drame sur le plan climatique et géopolitique juste après les titres dans une minute. Et puis dans 3 quarts d'heure, zoom sur les élections sénatoriales qui se tiennent le 24 septembre prochain. Le portrait robot des candidats, les nouvelles personnalités attendues et puis le rôle de contre-pouvoir de la Chambre haute symbolisé par les commissions d'enquête. Certaines ont passionné les Français comme celles sur les cabinets de conseil. J'ai été scotché quand même de 8,6 millions de vues, des centaines de milliers d'impacts, je ne sais pas comment on appelle ça précisément. C'était effectivement assez, quelque part un peu vertigineux, mais vraiment vertigineux. Donc c'est un sujet qui a intéressé le citoyen. On décortique les enjeux de ces élections sénatoriales dans notre débat politique du jour. Mais d'abord, donc, les dernières images, les dernières informations en provenance de la Libye résumées par Cécile Sixou. Imaginez, même la couleur de la mer a changé en ce 3e jour de tragédie. Le journaliste qui filme ces images n'en revient toujours pas. Dans la ville de Derna, à l'est de la Libye, le passage de la tempête Daniel et ses violentes inondations ont laissé place à un paysage de désolation. Les immeubles et les ponts ont été emportés par des coulées de boue, les routes détruites et des milliers d'habitants ont péri, 2300 selon un premier bilan. La situation dans la ville de Derna est très difficile. Nous avons mis en place un hôpital de campagne à la faculté de droit. L'hôpital est actuellement opérationnel et son personnel coordonne avec les équipes spécialisées la récupération des corps et les premiers soins aux blessés. Plus de 5000 personnes sont encore portées disparues et plus de 30 000 habitants ont été déplacés dans ce pays qui n'était pas préparé à un tel phénomène climatique. Selon ce climatologue, spécialiste des événements extrêmes, la tempête Daniel, qui a commencé sa route en Turquie, en Grèce et en Bulgarie, a été attirée sur les côtes libyennes par les températures très élevées de la mer. Le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre qui augmentent la température de la Méditerranée bien au-delà de ce normal de saison. Cette chaleur et cette humidité est à disposition pour transformer cette énergie en orage. Et donc les orages s'organisent autour d'un centre de basse pression et créent une condition cyclonique, une circulation cyclonique qui insiste sur les mêmes zones pendant plusieurs heures. Le cyclone se dirige actuellement vers l'Égypte et Israël, mais il se dissipe. Il ne devrait donc pas faire de nouveaux dégâts. On tire les premières leçons de ces inondations sur le plan climatique, sur le plan géopolitique avec Françoise Vimeux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. David Rigoulet-Rose, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Béatrice Gibelin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, géographe, directrice de la revue Hérodote, qui a consacré l'un de ses numéros à la Libye géopolitique du chaos. J'accueille également Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu, bienvenue à vous. Françoise Vimeux, on va commencer avec vous pour caractériser cette tempête Daniel donc, qui a frappé la Libye, mais aussi plusieurs pays méditerranéens. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette tempête? Alors d'abord, c'est une tempête qu'on appelle Medicane, c'est la contraction de Méditerranée et puis de hurricane pour la traduction en anglais de ouragan. Et en fait, c'est une tempête spécifique qui a la forme et des caractéristiques d'un cyclone tropical. On le voit très bien d'ailleurs quand on regarde les images satellites. Et parmi ces caractéristiques, malheureusement, de manière dramatique, il y a ces quantités de pluie énormes. Et comme le disait mon collègue Davide Faranda, les cyclones, ce genre de tempête,
tempêtes se nourrissent en fait de l'énergie, de la température de la mer. La mer Méditerranée est particulièrement chaude en surface et sur en fait les premiers mètres, 50-60 mètres. Et donc ça vient nourrir cette tempête qui a d'abord touché la Grèce et aussi la Turquie. Après, elle est revenue en Méditerranée, elle s'est rechargée en humidité, en énergie. Et puis la circulation atmosphérique finalement l'a entraînée vers la Libye. Medicane, donc ouragan méditerranéen, on pourrait dire. Est-ce que c'est un nouveau mot qui a été créé du fait justement du réchauffement climatique et de ces épisodes extrêmes à répétition ? Alors en fait, c'est des situations météorologiques que l'on connaît depuis plusieurs années. Il va falloir attendre l'étude d'attribution qui va nous dire si vraiment cet événement, enfin a priori oui, cet événement il est dopé par le changement climatique, mais à quel point il est dopé. Et ce qui est absolument exceptionnel ici, c'est les quantités de pluie qui ont été déversées par ce système. Je me tourne vers vous, David Rigoleros. Peut-être on va comme ça alterner dans ce débat en permanence entre l'analyse climatologique et l'analyse politique, géopolitique, parce qu'elles sont liées pour expliquer le bilan effroyable. Est-ce que, à quel point la Libye était en mesure de faire face ou pas d'ailleurs à un tel épisode, à une telle tempête ? Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui était pas attendu, parce que c'est lié à des changements qui sont relativement récents dans leur manifestation. Même si la population était prévenue par les autorités, notamment par le centre météo libyen, mais manifestement, il y avait une sous-estimation, vraisemblablement par la population, des dégâts potentiels. Par ailleurs, se greffe à cette sous-estimation les séquelles de la guerre civile, et notamment du fait que Derna était une ville qui était un des fiefs de l'État islamique, qu'elle a fait l'objet de combats très durs. Elle a été reprise par le maréchal Haftar en 2018. Donc les bâtiments ont été abîmés, il n'y a pas d'entretien, il y a un déficit de gouvernance concernant les infrastructures, il y a la question du barrage. Donc tous ces éléments conjugués, évidemment, expliquent le bilan qui est terrible. Béatrice Gibelin, elle ressemble à quoi cette région dont on parle ? J'avoue que je l'ai appris ce nom en préparant l'émission, Cyrénaïque. La Cyrénaïque, en fait, il y a deux grandes régions en Libye, une qui se trouve à l'ouest, qui est d'ailleurs en ce moment sous contrôle d'un gouvernement reconnu au niveau international, qui ne contrôle pas d'ailleurs une très très grande portion de la Libye. Et puis il y a un autre ensemble, la Cyrénaïque, mais aussi tout le sud. On voit la carte pendant que vous nous et qui passe aussi au sud de la zone de Tripoli, qui est sous le contrôle effectivement du général Haftar, c'est là qu'il y a du pétrole, c'est en Cyrénaïque qu'il y a du pétrole, il n'y en a pas du côté de Tripoli, qui n'ont pas été touchés. Les ports d'expédition du pétrole ont refonctionné dès hier et peut-être même dès lundi. Donc c'est pas là, la catastrophe sur le plan humain est effroyable, mais elle aurait pu être encore plus effroyable si ça s'était produit sur la zone pétrolière. Mais comme elle est plutôt un peu à l'intérieur des terres, ça ne pouvait pas donner la même gravité. Et la Cyrénaïque, c'est une région, je vais dire, très ancienne de la Libye. Le roi de Libye, le souverain de Libye, qui s'est réfugié au moment de la prise de pouvoir par Kadhafi à Londres, était une des grandes, on va dire, en fait, une des très grandes tribus qui a dominé tout cet espace-là. Mais la Libye, c'est quand même un ensemble de tribus. Il ne faut pas raisonner seulement en termes d'État-nation comme nous, on a l'habitude de le faire. Alors, je reste avec vous, Béatrice Gibelin. On a vu deux cartes s'afficher. On va voir la seconde de ces cartes à propos de la ville de Derna. On va voir surtout une image vidéo, pardon, je ne suis pas assez précis pour la régie et je m'en excuse, une image vidéo où on voit la ville avant et après le passage à la tempête, et surtout après la rupture des deux barrages. C'est impressionnant, on a vraiment, je pense qu'on va voir ces images, c'est impressionnant. Donc voilà la ville avant, et on la voit ensuite. Après, on a l'impression qu'elle s'est transformée en un gigantesque lac de boue. Là aussi, je fais appel à la géographe. C'est quoi cette région ? Cette région, enfin, on a un littoral méditerranéen. Bon, on a expliqué effectivement ce phénomène de cyclone tropical qui s'est produit. Mais il y a juste en arrière-plan une petite chaîne de montagnes. Elle n'est pas très très haute, c'est 600, 700 mètres. Mais il est évident qu'elle joue son rôle aussi dans l'aggravation du processus. Parce que
quand vous avez les vents chargés d'humidité qui rencontrent un obstacle de relief, ils s'élèvent, phénomène de convection, il pleut. Déjà. Or, on se trouve avec une montagne qui est très sèche. On est quand même en fin d'été, donc il n'y a plus beaucoup de végétation. Il n'y en a jamais énormément parce qu'on est quand même sur un climat très aride. Et du coup, vous avez une érosion massive parce qu'on est sur quelque chose de très pentu. On est très près de la mer, donc c'est pas très haut, mais néanmoins, ça descend très très vite. Donc, on va avoir, si vous voulez, des flux d'eau boueuse. Et puis, à la fin de l'été, il y a des déchets. Il y a tout ce qu'on a acheté dans les oueds, voilà, et qui vont aussi entraîner et aggraver ces flux très, très, très importants. Puis il est tombé une quantité d'eau. Sans doute, David Rigoulet a raison, l'entretien des infrastructures n'était pas forcément les mieux qu'on puisse espérer, sans aucun doute. Mais encore, on ne sait pas si c'est ça qui peut expliquer que les barrages aient craqué. Mais c'est surtout qu'ils ne pouvaient pas absorber, si vous voulez, 3 ou 4 fois leur quantité. On va y revenir là-dessus, effectivement, sur les infrastructures et leur adaptation, Mathieu. Une petite question, vous disiez que c'était un phénomène connu, identifié. Est-ce qu'on a des précédents dans l'histoire ? Alors, dans cette région, en fait, ce qui est intéressant, et je l'ai appris en préparant l'émission, c'est que cette région a déjà été soumise à des pluies torrentielles, mais pas à ce point-là. Et il y a eu des inondations vraiment dramatiques dans les années 40, 50, 60. Et c'est ça qui a fait que les 2 barrages ont été construits en amont, parce qu'il faut ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette ville, elle est en aval d'une vallée qui descend des montagnes que vous décriviez. Et donc, l'utilité de ces 2 barrages était vraiment de protéger la ville de ces inondations. On en parlera peut-être. Là, on voit vraiment un exemple de maladaptation qui, pour moi, est terrifiant, parce qu'il y a eu un sentiment de sécurité pour la ville derrière qui s'est développée. On a construit des routes, des infrastructures, des bâtiments publics et privés. Et est-ce que ces barrages étaient bien dimensionnés ? On en reparlera. Et puis, est-ce qu'ils étaient entretenus ? Alors, il y a la question du système d'alerte. J'accueille avec nous, alors par téléphone, malheureusement, le duplex ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, ça arrive. Guy Benaroche, qui est sénateur écologiste des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien, monsieur Benaroche ? Tout à fait. Bonsoir, je vous écoute attentivement. Bon, on l'a dit en préambule, cet épisode, cette tempête Daniel, elle a frappé plusieurs pays méditerranéens. Est-ce que sur les systèmes d'alarme, nos systèmes d'alerte cyclonique, est-ce que pour vous ils sont adaptés ? Est-ce qu'il faut les renforcer ? Quelles leçons vous tirez d'une catastrophe comme celle-là, s'il faut en tirer ? Non, tirer des leçons sur les alertes face à des phénomènes climatiques qui prennent de plus en plus d'intensité et dont on peut, même s'ils ont existé par le passé, penser que leur intensité et éventuellement leur récurrence a tendance à devenir plus importante, boostés qu'ils sont par la hausse des températures qui est en plus dans le bassin sur le bassin méditerranéen supérieure a priori d'après ce que j'ai lu, y compris chez le GIEC ou même chez les Grecs, qui est la déclinaison régionale des groupes d'experts climatiques. Donc c'est ce changement climatique, cette hausse des températures, elle est encore plus importante en Méditerranée que dans d'autres secteurs du monde. Et comme cela a été dit, effectivement, ça amplifie un certain nombre de phénomènes qui sont liés à tout le cycle de l'eau d'ailleurs, sécheresse, inondation, incendie de forêt, etc. Voilà. On le voit, là en l'occurrence, ça s'est passé en Grèce, en Turquie, en Libye, avec les répercussions qu'on connaît au niveau de la vie de millions de gens. Est-ce qu'on en tire aujourd'hui suffisamment les conséquences prévisionnelles ? Non, mais on n'en tire pas plus les conséquences. On n'en a pas tiré assez vite et on a encore tendance à pas en tirer totalement les conséquences aussi au niveau à la fois de la lutte contre la continuation de l'augmentation des températures et les mesures à prendre pour s'adapter à un changement de température dont on sait maintenant, une hausse de température dont on sait maintenant que de toute façon, avec l'inertie nécessaire entre les mesures que l'on prend et les résultats de ces mesures, on sait que de toute façon, elles vont continuer à augmenter. Ouais. La question, c'est comment on fait pour limiter cette augmentation. Alors, je vous redonnerai la parole dans un instant, Guy Benaroche, pardon de vous interrompre, notamment effectivement sur les mesures d'adaptation. Peut-être les infrastructures, c'est l'un des thèmes de ce débat. Françoise Vimeux, il y a effectivement, je vous pose un peu la même question parce que peut-être que je suis à côté de la plaque quand je la pose, mais
les alertes cycloniques, d'abord, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut précisément se dire, tiens, ce cyclone ou ce Medicane, il est beaucoup plus puissant que les précédents, donc attention, est-ce que ça fonctionne, ça? Oui, alors de manière générale, l'alerte cyclonique, elle peut être donnée 24 à 48 heures à l'avance. On a fait énormément de progrès sur la prévision de la trajectoire de ces phénomènes, que ce soit un cyclone tropical ou que ce soit ce Medicane. On a moins progressé sur l'évolution de l'intensité de ces phénomènes, mais on est très capable, et on le voit même dans nos outre-mer, on est très capable de dire 24-48 heures à l'avance, attention, alerte rouge, et puis alerte rouge, on sait ce qu'il faut faire, les gens restent chez eux, etc. Là, de ce que j'ai compris, il y a eu, vous l'avez dit d'ailleurs, une alerte des services météorologiques. En revanche, cette alerte, elle n'a pas été a priori entendue par la population locale. Ça veut dire peut-être que là, il y a aussi un problème de sensibilisation, et cette population ne se rend peut-être pas compte de l'effet que peut avoir ce genre de système. Oui, je me souviens qu'après la catastrophe de Vaison-la-Romaine, en France, on s'était notamment questionné sur le système d'alerte, de sirène qui pouvait se déclencher pour avertir la population. Et là aussi, il y a une acculturation du risque. Peut-être qu'on a progressé en France et que dans d'autres pays, on n'a pas pu le faire. C'est quand même moins habituel que sous les tropiques. Oui, alors peut-être ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que l'inondation, elle est certainement composite, c'est-à-dire la pluie torrentielle, probablement une onde de tempête, c'est-à-dire cette submersion marine qui a dû arriver quand même sur le littoral, le ruissellement de l'eau qui est tombé sur ces reliefs, et puis bien évidemment ces barrages qui ont cédé. Donc là, c'est vraiment dramatique. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé à Alger, à Bab el-Oued? Souvenez-vous, où on avait eu l'Oued, Bab el-Oued, la porte de l'Oued, où ça c'était une crue d'une rapidité phénoménale qui avait détruit sur son passage une grande partie du quartier de Bab el-Oued, de part et d'autre de ce qui est en fait le tracé de l'Oued, avec des dégâts qui avaient été absolument colossaux. C'était pas tout à fait même type de phénomène météorologique que vous avez décrit. Mais je veux dire, dans les phénomènes méditerranéens, en fin d'été, on a vraiment des accidents météorologiques avec des conséquences qui sont extrêmement importantes. Autre chose auquel j'ai repensé, souvenez-vous des grandes inondations, je crois que c'était en 2021, en Allemagne et en Belgique, où on a eu des inondations qui ont surpris tout le monde. C'était aussi, je crois, en fin d'été, si je ne me trompe pas, avec vraiment, tout le monde a été surpris par ça. Donc des phénomènes de très forte intensité avec énormément de pluie. On pense toujours le dérèglement climatique en fonction de la sécheresse plutôt, et jamais en fonction de l'inondation. Et je crois qu'on aura bien plus de morts par inondation qu'on en aura par la sécheresse. Et on se reposa la question des études d'attribution, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je trouve que c'est un point important. Je reviens sur l'aspect, on va dire, un peu plus politique, géopolitique. L'un des effets aggravants de cette catastrophe, on en a dit un mot, c'est le chaos qui règne en Libye. Je vous propose d'entendre sur ce thème le général Dominique Trinquant. Il était sur LCI ce matin. Cette catastrophe est une catastrophe écologique, mais aussi due à l'absence de l'État et la situation que vous décrivez. Les barrages qui cèdent, qui n'ont probablement pas été entretenus, les maisons qui ont été construites en dépit du bon sens, c'est aussi une des causes de la catastrophe. David Rigoulet-Rose, on se pose la question du manque de suivi peut-être autour de ces infrastructures. Là, je viens vraiment sur la question des barrages. Est-ce qu'il y a un manque de moyens ou un manque d'argent? Est-ce que la Libye, c'est un pays pauvre? Ah non, c'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche. Il y a beaucoup de pétrole. Simplement, la situation politique, le chaos post-Kadhafi, évidemment, a laminé. D'abord, il n'y avait pas de culture étatique au sens classique du terme en Libye, avec le système Kadhafi. Et ensuite, il y avait un système de prébande et d'allégeance. On retrouve la variable tribale. Et donc, il n'y avait pas une organisation étatique comme on voit au Maroc, par exemple. Avec le drame que vient de connaître le Maroc, c'est un État organisé qui arrive à prendre en charge, effectivement, les conséquences d'une catastrophe comme un tremblement de terre. Là, non. Et ils peuvent d'autant moins le faire que... Alors, il n'y a pas de culture, effectivement, de prévention du risque, mais parce que ça fait plusieurs années que le pays a sombré dans le chaos. Et en l'occurrence, effectivement, il y a un déficit de gouvernance à tous les niveaux qui ne peut qu'amplifier, évidemment, les conséquences d'un phénomène qui, à la décharge de la population, est quand même pas courant. C'est lié à des modifications qui sont relativement récentes et à laquelle ce type de population n'est pas encore préparé. Donc tous ces éléments, évidemment, convergent pour donner une dimension dantesque à ce qui vient de se passer. Françoise Vimeux, c'est aussi une conséquence du réchauffement climatique, cette sorte
je ne sais pas quel terme employer, double peine pour les pays les plus pauvres ou les moins organisés. C'est-à-dire que quand une catastrophe les frappe, elle a souvent des conséquences encore plus graves qu'ailleurs. Oui, en fait, on sait que dans le risque, il y a 3 composantes. Vous avez d'abord l'aléa climatique, et donc là, on est tous égaux devant l'aléa climatique. On a aussi des cyclones en Floride. En revanche, après, il y a l'exposition. Donc là, cette ville, elle est particulièrement exposée. Elle est derrière 2 barrages, dont on parlera, qui ont cédé. Et puis, il y a la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est ça qui met le doigt sur les pays pauvres. C'est la double peine, parce qu'en fait, il y a à la fois l'aléa, à la fois ils sont exposés, et il y a une très grande vulnérabilité. Et la reconstruction, je ne sais pas comment ça peut se passer dans ce genre de territoire. Guy Benarroche, je reviens vers vous. Je pense que vous êtes toujours avec nous au téléphone. C'est aussi une question de solidarité internationale. Il y a eu des promesses qui ont été faites par les pays les plus riches aux pays les plus pauvres, une sorte de dette climatique à payer. On n'a pas tout à fait fini de la payer. Est-ce que vous dites ça ? Oui, tout à fait. On est loin d'avoir fini de la payer. En fait, dans la réalité, c'est l'objet de discussions à chaque COP. Vous savez, à chaque COP qui se tient, on comprend très bien qu'il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui en fait subissent un réchauffement climatique qui, on le sait aussi, est dû essentiellement aux pays les plus riches. Enfin, aux pays quand je parle de pays les plus riches, je vais dire aux pays les plus développés industriellement et économiquement. Parce que la Libye est bien un pays riche, mais pour autant, les Libyens, globalement, sont pas riches. Voilà. Il n'y a pas une activité non plus économique ou autre qui justifierait la richesse via du pétrole. Voilà. Donc, c'est une richesse aléatoire et éphémère, on va dire ça de cette façon-là. Oui, il y a une dette qui n'est pas payée. Du coup, vous le savez très bien, il y a un certain nombre de pays pauvres. En 2009, on y est arrivé ou on n'y est pas encore ? Non, on n'y est pas encore. Et puis, il y a un certain nombre de pays qui ne souhaitent pas aller de l'avant parce qu'ils considèrent que la part prise dans le paiement, dans la dette climatique par les pays développés qui ont contribué plus que les autres à cette dette climatique n'est pas suffisante. C'est un sujet constant de discussion. Et puis pour parler de la Libye, je rajouterai en plus que ces dernières années, la Libye, en dehors du pétrole et des incidences politiques, était essentiellement connue aussi, il ne faut pas l'oublier, par le fait qu'il y a des milliers de migrants qui arrivent de tout un tas de pays africains pour des raisons à la fois climatiques et économiques et qui se retrouvent en Libye. Donc c'est un sujet aussi important qui explique aussi d'ailleurs la difficulté à l'État libyen à s'organiser et l'existence toujours d'un certain nombre de bandes qui vivent de trafic économique ou de trafic sur les migrants ou autres importants. Ouais. Merci Guy Benarroche. Je restais avec nous. J'aurais une ou deux autres questions à vous poser sur ce point. Béatrice Gibelin, votre avis. Là, j'essaye de temps en temps, on zoome sur la Libye. Là, je dézoome sur la situation des pays les plus pauvres face au réchauffement climatique. D'abord, quand on dit les pays les plus pauvres, une grande partie de la population est pauvre. Ça ne veut pas dire que l'ensemble du pays... les richesses du pays ne soient pas importantes. David Ruggelé l'a rappelé, la Libye n'est pas un pays pauvre. Bon, mais il y a des pauvres en Libye, et ils sont même nombreux. Mais c'est important de le préciser, oui, si vous voulez. C'est important de le préciser. Mais à quel point les pays les plus riches doivent accompagner la transformation environnementale, on va dire ça comme ça, des pays les plus pauvres? Déjà, s'ils accompagnaient celles qu'ils doivent faire eux, ça serait déjà pas si mal. Avant d'aller s'occuper des autres, on pourrait déjà voir ce qu'on a à faire chez nous, ce qu'on a à faire au niveau européen, quand on voit que le pacte vert sera sans doute remis en cause, peut-être. Bon. Donc c'est déjà, balayons devant notre propre porte avant d'aller expliquer ce qu'on doit faire aux autres. Dans la mesure où ils sont loin d'être ceux qui participent le plus, effectivement, au dérèglement climatique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas donner d'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider à passer, mais il faut assurément le faire et c'est utile. Mais comment voulez-vous être crédible quand soi-même, prenez l'exemple des États-Unis, par exemple, ou même un certain nombre de forces politiques européennes n'acceptent pas des changements qui sont absolument nécessaires. Alors, il y a la dette, donc c'est la mauvaise conscience, voilà, donc on doit...
Mais je pense que c'est pas vraiment bien comme ça qu'il faut poser, de mon point de vue, les problèmes. Mais, et là encore, je sors du cas libyen, David Rigoulet-Rose, c'est quand même une réponse qui est souvent faite par les pays les plus pauvres en développement de la planète quand on leur dit avancer en matière de lutte contre le réchauffement. Ah oui, c'est incontestable. On le voit bien d'ailleurs avec les pays ce qu'on appelle un peu aujourd'hui le Sud global. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une appellation un peu fourre-tout. Un peu fourre-tout. Mais en revanche, il y a effectivement des pays qui ont des exigences économiques de développement et qui reprochent aux Occidentaux effectivement de ne pas assumer les responsabilités par rapport, c'est-à-dire dans le différentiel des efforts qui doivent être fournis par les uns et par les autres. Donc c'est un débat récurrent qu'il y a avec l'Inde, avec le Brésil et d'autres pays effectivement, et notamment l'Afrique. Donc c'est très compliqué à gérer parce que ça supposerait une gouvernance globale qui est parasitée de toute façon toujours géopolitiquement par des intérêts contradictoires. Et c'est ça qui obère évidemment la réussite de ce qui est aujourd'hui une nécessité absolue quand on voit ce qui se passe à l'échelle de la planète. Mathieu ? Mais ça veut dire qu'au fond, il va y avoir une forme de double investissement, à la fois un investissement dans cette transition écologique qui est nécessaire pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique, et un investissement dans la prévention de nouveaux risques aussi, et où tous les pays vont devoir voir si leurs infrastructures tiennent la route pour tenir des chocs climatiques. Oui, c'est ce que vous dites. Et pour les pays du Sud, il faut bien différencier deux choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire comment en fait on va aider la reconstruction suite en fait à une catastrophe climatique. Et là, on est entièrement responsable en tant que pays du Nord, si je fais quelque chose de très binaire. Et ça, c'est discuté pendant les COP, les conférences des parties qu'on a tous les ans. Et puis, l'autre aspect, c'est comment on accompagne le développement de ces pays, mais un développement décarboné. Alors, vous l'avez dit, on n'est pas le meilleur exemple, mais on a quand même des techniques, on a quand même un savoir-faire, et donc la transition, la transmission de ce savoir-faire, elle est absolument indispensable. Et bien sûr, derrière, il y a des financements et qui ne sont pas à la hauteur. Vous avez parlé des 100 milliards. Mais la question, elle va se poser là en Libye. Comment aider un pays qu'on a décrit comme totalement chaotique, avec un État fracturé? Où va aller l'argent? Quelle garantie on va avoir que cet argent soit utilisé à bon escient? Enfin, ce sont des vraies questions. Le problème de la redistribution, notamment de l'argent par la rente pétrolière, est déjà posé, puisque c'est un sujet quand même très sensible, puisque le pays produit 1,2 million de barils par jour. Il a réussi à rehausser, mais comme les institutions sont dysfonctionnelles, il y avait 2 branches de la Banque centrale, il y a le problème du gouvernement reconnu à Tripoli, mais en réalité, quand on regarde la carte que vous avez montrée d'ailleurs tout à l'heure, n'est pas le reflet de la réalité sur le terrain, parce que les 2/3 du pays, en fait, sont sous le joug de Haftar, donc plutôt de la Cyrénaïque. Et en même temps, une empreinte turque très importante à Tripoli. Donc, évidemment, une logique de reconstruction dans un environnement aussi dysfonctionnel, c'est très, très compliqué. Alors, Mathieu, vous avez posé la question... Et de corruption. Employons le mot. Mathieu, vous avez posé la question des infrastructures. Ça tombe bien, c'est le dernier thème de ce débat. Mais d'abord, on va appeler Mathias Arraiz à me rejoindre pour faire une sorte de bilan de cet été méditerranéen. Mathias, vous pouvez rentrer sur ce plateau. Est-ce qu'il est là? Oui, bonsoir Mathias, bienvenue. On va rappeler, donc là on focus sur la Libye, mais ça a été un été particulièrement frappant, compliqué en Méditerranée. Absolument. Les images qui nous arrivent de Libye ne sont malheureusement pas les seules images dramatiques que l'on a pu voir pendant l'été sur tout le pourtour méditerranéen. Dans ce cas, on parle de la tempête Daniel, cette même tempête qui frappait au début du mois de septembre la Turquie, la Grèce ou même la Bulgarie, faisant plusieurs dizaines de victimes mortelles et des milliers de déplacés. On parle là de pluies diluviennes dans des niveaux historique. Le 4 septembre dernier, dans l'est de la Grèce, en 24 heures, ce sont entre 600 et 800 mm de précipitations qui sont tombées en un peu plus de 24 heures. Alors, à titre de comparaison, en moyenne par an, il tombe en Grèce 650 mm de pluie. Alors, c'est un épisode très violent, intervenu seulement quelques jours après une énième vague de chaleur dans la région. Alors justement, on va être un peu précis sur cette vague de chaleur avec des températures records. Oui, quelle chaleur, Ces dites vagues de chaleur se sont enchaînées à un tel rythme qu'il était même difficile de préciser leur début et leur fin. Alors,
En juillet, d'abord, l'Italie, la Grèce, mais aussi les pays du Maghreb et le sud de l'Espagne, entre autres, ont suffoqué. On parle de plus de 40 degrés des jours durant. Il y a eu 42 degrés enregistrés en Corse, 44 à Athènes, 45 en Catalogne ou même 46 en Sicile. Des températures qui, répétées dans la longueur, intensifient et aggravent des phénomènes de sécheresse et donc en conséquence des incendies, Thomas, comme celui qu'a connu la Grèce mi-juillet avec plus de 150 000 hectares ravagés par les flammes. Il s'agit à date du plus grand incendie enregistré dans l'Union européenne. Alors Mathias, ces phénomènes, on a commencé à l'évoquer, pourraient se multiplier également en France? Oui, on a tous forcément en mémoire les ravages de la tempête Alex dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, il y a bientôt 3 ans. Là aussi, des quantités d'eau tombées sur le département atteignent des niveaux sans pareil, jusqu'à 500 mm localement en quelques heures seulement. Il y avait alors été question d'un épisode méditerranéen fréquent en France, on en enregistre entre 1 et 8 par an en moyenne, mais c'est un épisode qui pourrait à terme s'intensifier et donc avec cet épisode ses dégâts, car selon Météo France, sur les 50 dernières années, l'intensité des épisodes méditerranéens a augmenté, on le voit, de plus de 22%. Merci beaucoup Mathias pour toutes ces informations. Françoise Vimeux, je reviens à cette question d'étude d'attribution. Comment, on va rentrer un peu dans le détail, faire un peu de pédagogie, comment après un épisode comme celui de la Roya, ou là celui qu'on vient de vivre en Méditerranée, comment vous pouvez nous dire oui ou non c'est lié au réchauffement climatique? Alors en fait déjà la question qu'on se pose, c'est que est-ce que cet événement aurait pu arriver dans un climat non modifié par l'homme? Et là donc on fait des simulations climatiques, un grand nombre de simulations climatiques pour avoir une bonne statistique, et puis on regarde si dans un climat non modifié, avec quand même une situation météorologique par ailleurs qui ressemble à ce qu'on a là, cet événement se produit. Et si cet événement se produit, est-ce que son intensité est la même? Et c'est ça l'étude d'attribution qui va nous faire dire cet événement aurait été impossible dans un climat non modifié par l'homme, ou il aurait été possible mais il aurait été très rare, ou alors il aurait été possible mais l'intensité aurait été beaucoup plus faible. Et c'est ça les études d'attribution, c'est dire à quel point ce phénomène est amplifié, dopé par le changement climatique. Et donc ce que l'on voit quand même aujourd'hui, en tout cas pour les vagues de chaleur, c'est que la plupart des vagues de chaleur, on arrive à les attribuer au changement climatique. Pour les pluies torrentielles, c'est la même chose, mais il faut quand même attendre l'étude pour le dire. Et intuitivement, on comprend pourquoi c'est lié au changement climatique. C'est parce que simplement, quand vous avez une atmosphère plus chaude, elle peut contenir beaucoup plus de vapeur d'eau. La mer s'évapore beaucoup plus. L'atmosphère est très contente, elle garde cette vapeur d'eau. Et puis quand vous avez une situation météorologique qui vient refroidir cette atmosphère, et bien toute l'eau qui est contenue, elle retombe. Et l'augmentation des pluies, c'est entre 10 et 20% par degré de réchauffement. Ça dépend du système météorologique que l'on observe. Et alors, je repose la question de Mathieu sur les infrastructures. Vous n'avez pas eu le temps d'y répondre tout à l'heure. Je ne sais pas, je vais dire les canalisations, alors les barrages, mais même les canalisations, le diamètre de nos canalisations. Est-ce que tout ça est adapté à la nouvelle situation qui est déjà là? Évidemment non. En fait, nos villes ne sont pas adaptées à réceptionner autant d'eau en si peu de temps. On peut peut-être rappeler, quand on parle d'une hauteur de pluie de 1 mm, 1 mm c'est 1 litre par mètre carré. Quand on parle de 600 mm, c'est 600 litres d'eau par mètre carré en moins de 24 heures. Donc non, bien sûr, nos infrastructures, elles ne sont pas dimensionnées pour ça. Et on a même des infrastructures pour lesquelles on pense que ça va nous protéger. C'est le cas des digues, par exemple, qui ne sont pas dimensionnées. Et c'est terrible parce que j'en parlais tout à l'heure, ça peut créer un sentiment de sécurité. On se dit, mais on a une digue, on peut se mettre derrière. Mais si elle n'a pas été dimensionnée pour des événements extrêmes que l'on va connaître dans quelques années, quelques décennies, c'est encore plus dramatique. Oui, Béatrice Gibelin, ça pose la question des investissements. Est-ce qu'on est prêt à investir suffisamment pour s'adapter? Parce que c'est de ça dont on est en train de parler. S'il faut commencer à changer toutes les canalisations de nos villes pour évacuer les eaux, alors en cas de pluie diluvienne... Ça ne sera pas dans toutes les villes, parce que toutes les villes seront pas... Le risque ne sera pas le même partout. Mais il est évident que sur les grandes villes méditerranéennes du sud de la France, oui, la question pourra se poser. Alors, bien sûr, on va dire il faudrait le faire, mais il y a eu à la suite, je pense, de l'épisode
de la flotte qui avait eu lieu sur la côte atlantique et qui avait fait des ravages extrêmement importants, a permis de booster tout le travail sur les plans risques qu'on doit faire dans toutes les villes. On devait déjà le faire, mais bon, ça prenait beaucoup de temps. Alors tout d'un coup, il se passe quelque chose, donc on accélère. Mais comme c'est la construction antisismique, parce qu'effectivement, on est sur la Méditerranée, la plaque africaine et la plaque eurasiatique, effectivement, il peut y avoir un jour un tremblement de terre à Nice et faire des dégâts. Alors on va nous assurer que tout est très très bien construit avec le respect total, évidemment, des normes antisismiques, mais on sait qu'il faut le faire. Mais c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Comme on sait qu'il faut supprimer les passoires thermiques, comme on sait beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, c'est des changements. D'abord, soit il faudra augmenter les impôts pour ceux qui peuvent en payer, soit il faudra avoir une attitude coercitive. On ne pourra pas faire ce qu'on veut comme on veut. C'est pas évident. Moi, je pense que l'une des questions majeures, c'est aller jusqu'à l'acceptation sociale véritablement par une très large partie de l'opinion publique pour qu'on puisse le faire. Tant qu'on ne l'a pas, et je pense aujourd'hui en France, on ne l'a pas encore. Et que ceci va demander beaucoup de temps. Dernière chose, je pense qu'en Chine, on n'a pas besoin de savoir si les gens sont d'accord ou pas. Et que d'une certaine façon, on aura le moyen, j'allais dire, par la coercition, d'imposer à la population un certain nombre de respects et de comportements, on va dire, écologiques, à un prix qui sera celui de la liberté et de la démocratie. Mais c'est peut-être la grande puissance qui ira le plus vite. Écoutez, ça c'est une partie du débat, mais ça mériterait presque un autre débat. Je me retourne vers vous, Guy Benarroche, parce que là on est au cœur d'une responsabilité d'élus, de sénateurs, d'élus territoriaux. Cette question des infrastructures, de l'investissement que les collectivités locales, mais à travers elles, effectivement, les citoyens, les électeurs sont prêts à faire pour se préparer à des épisodes climatiques de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. C'est une réflexion, je le sais, qui est en cours. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, le Sénat a voté une loi climat, entre guillemets, loi climat dans un des volets totalement absents, ou en tout cas presque totalement absents, étaient justement toutes les mesures qui consistaient à être résilient au changement climatique, à prendre les dispositions nécessaires pour, en fonction du changement dont on sait déjà qu'il va arriver, et que même si on change de trajectoire aujourd'hui, on n'arrêtera pas, c'est-à-dire, c'est très bien qu'il y a un certain nombre de degrés, etc., auquel, même si demain on arrêtait tout, on va arriver inéluctablement d'ici 2030, 2040, 2050. Et ces mesures-là, déjà, on ne les a pas prises au moment du projet de loi climat. Ça, c'est la responsabilité des politiques. Alors, bien entendu qu'il faut qu'il y ait une acceptation sociale derrière, puisque les politiques ont beau jeu de dire, oui, mais la coercition, l'écologie punitive, etc., tout ça, ça ne peut pas fonctionner, etc. Bon, certes, il y a quand même une vraie responsabilité politique, qui est celle, quand même, que malgré que nous ayons été alertés par des scientifiques depuis très longtemps sur le changement climatique, il y en a deux sur le plateau qui nous expliquent ce qu'il se passe là encore aujourd'hui. Pour autant, avant d'arriver à faire accepter qu'il y avait vraiment des problèmes de réchauffement climatique liés à l'activité humaine, rappelez-vous le nombre d'années que ça a mis. Aujourd'hui, est-ce qu'on va mettre autant de temps à faire accepter les conséquences de ce changement climatique, par exemple en Méditerranée, avec les épisodes qui sont de plus en plus intenses et récurrents, et qu'ils deviendront, les attributions de ces phénomènes au changement climatique, nous le montrerons au fur et à mesure. Est-ce qu'on arrivera à aller suffisamment vite dans la prise de décision politique derrière? Et la prise de position politique, elle est importante, puisque pour l'instant, elle n'est pas prise, et on a du mal à être crédible vis-à-vis des pays moins riches que nous et qui sont plus souvent soumis, ou en tout cas qui par leur vulnérabilité subissent de plein fouet plus directement que nous les aléas climatiques. On est difficilement crédible pour deux raisons. La première, on ne tient pas nos engagements des différentes COP au niveau de la dette. Et la deuxième, c'est que nous-mêmes, nous ne nous mettons pas sur des trajectoires vis-à-vis du changement climatique et de la résilience au changement climatique qui nous permettent d'être crédibles pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien de dire ce qu'il ne faut pas faire,
mais c'est pas mal si on le fait nous-mêmes aussi. Merci. Alors qu'on est aujourd'hui on ne le fait pas suffisamment. Voilà. On a entendu vos arguments. Merci beaucoup Guy Benaroche, sénateur écologiste des Bouches-du-Rhône. Il nous reste quelques minutes dans ce débat, vous l'avez compris, on traite à la fois l'aspect climatique et géopolitique. Je reviens à l'aspect politique pour parler de l'aide internationale, parce que c'est intéressant, ça permet d'essayer de comprendre ce qui se joue autour de la Libye, les pays qui sont en première ligne pour aider la Libye. La Jordanie, par exemple. Écoutez, le secrétaire général de l'organisation caritative hachémite jordanienne. On l'écoute. Nous sommes en contact permanent avec les autorités libyennes pour évaluer leurs besoins et savoir s'ils ont besoin d'une aide supplémentaire. Dans cet envoi, nous nous sommes concentrés sur les produits de première nécessité, tels que la nourriture et l'aide d'urgence comme les tentes, les couvertures et tout ce qui est nécessaire dans de telles conditions, en plus des colis alimentaires adaptés à de telles situations. David Rigoleros, là on a cette réaction jordanienne, c'est peut-être pas le pays le plus influent. Non, c'est pas le plus influent, non. C'est la Turquie, c'est ça? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y a la Turquie qui est très très implantée dans la Tripolitaine, depuis plusieurs années, et donc qui a offert son aide, logiquement, et fait écho à l'aide turque qui soutient le gouvernement de Tripoli, l'aide apportée par les Émirats de l'autre côté, qui sont des soutiens du maréchal Haftar, et on retrouve le Qatar aussi du côté de la Turquie et l'Algérie du côté des Émirats au profit de... Donc voilà, on retrouve en fait les acteurs géopolitiques préexistants qui offrent de manière consensuelle leur aide. Et puis il y a le cas français qui a aussi offert son aide après n'avoir pas reçu de réponse favorable de la part du Maroc. Ouais. Et donc là, en tout cas, la France veut manifester sa disponibilité plus que jamais. Ouais. Donc, on peut voir d'ailleurs, tiens, pendant que vous nous parlez, on va voir les deux tweets, celui du président de la République, Emmanuel Macron, solidarité avec le peuple libyen, mobilisation des moyens pour apporter une aide d'urgence. Je pense que voilà le tweet d'Emmanuel Macron. Et le ministre de l'Intérieur a détaillé cette aide. Nous engageons à la demande du président l'hôpital de campagne de la sécurité civile, premier personnel qui partiront dès ce soir pour que tout soit opérationnel sous 48 heures. Donc cette aide-là, elle est partie. Ou elle est en train de partir. Oui. Et puis c'est vrai que, vu le passif qu'il y a par rapport à l'intervention occidentale en 2011, notamment franco-britannique, c'est vrai qu'il y a une responsabilité sans doute particulière de notre part pour aider effectivement. Mais est-ce que la Libye, puisque vous avez fait la comparaison avec le Maroc, qui a donc on a fait une émission là-dessus cette semaine, qui a privilégié, on va dire ça comme ça, quatre pays en tout cas dans un premier temps. Est-ce que la Libye est en mesure de refuser une partie de l'aide internationale, ou est-ce que le pays est tellement chaotique que c'est pas possible? Non, la situation du Maroc et la Libye n'est absolument pas comparable, parce qu'il y a un État, ce que je disais tout à l'heure au Maroc, alors qu'il n'y a pas d'État constitué, il n'y a pas de structure, tout est dysfonctionnel en Libye. Et donc, c'est vrai que ne serait-ce que pour l'organisation de l'aide, c'est très compliqué. Parce que, alors là, c'est localisé, mais il n'en reste pas moins que c'est très compliqué, parce qu'il faut des relais sur place, il y a un déficit de légitimité aussi des interlocuteurs éventuellement. Et tout ça, c'est très compliqué pour, évidemment, que l'aide soit efficace auprès des populations. Avec Béatrice Gibelin aussi, ce qui complique les secours, c'est qu'il y a une seule route, c'est ça? Une seule route. Oui, il y a une seule route. Qui mène à la région sinistrée. Qui est évidemment extrêmement encombrée et qui demande beaucoup de temps. Mais on le voit déjà aussi avec le Maroc, c'est pas facile d'y aller et ça demande énormément de temps. Donc dans ces situations qui sont de toute façon absolument catastrophiques et chaotiques, je veux dire, là on peut pas faire intervenir directement l'armée puisque il n'y a pas une armée. Qu'est-ce que fait l'État du Maroc? Il dit à l'armée, allez-y. Oui. Bon, voilà. Et nous, on ferait la même chose si on était dans une situation difficile. On aurait l'armée qui interviendrait. Alors là, il y a une armée, il y a l'armée nationale libyenne d'Haftar, et dans lequel il y a aussi, il y avait la Russie et il y avait aussi les troupes de Wagner qui étaient présentes dans ce coin-là. Hein, c'est très, faut pas l'oublier. Ouais. Alors, il y a eu un appel de la part de Tripoli, du gouvernement reconnu internationalement, qui a eu une réaction, on va dire, unitaire, en disant on doit intervenir. On
on y va. Ce qui n'est pas rien non plus. Hein. Oui, c'est un message envoyé à cette région de l'Est. L'impact est tellement colossal, si vous voulez, avec les réseaux sociaux et les images, que le Tripoli ne peut pas se taire face à cela. Tripoli ne peut pas se permettre de délaisser la Syrie parce que ce serait un désaveu de sa propre légitimité. Merci beaucoup, merci à tous. C'était passionnant de tirer des leçons assez rapidement, peut-être trop vite par rapport au temps de la catastrophe, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Je vais rappeler, Béatrice Gibelin, je vais montrer la une de ce numéro de la revue Hérodote consacré à la Libye, géopolitique du chaos, qui était paru en 2021. Je vous dis encore une fois merci et à bientôt sur Public Sénat.